dire, on n'est pas hyper nombreux. C'est une conférence sur les grandes figures féminines des échecs, et le but c'est que ça soit aussi interactif. Donc on va discuter ensemble. Donc j'espère que ça vous plaira. Juste une petite question, est-ce que tout le monde sait jouer aux échecs, ou il y a des personnes qui ne jouent pas aux échecs dans cette salle? Tout le monde... Ok, cool. Pour savoir plus que les termes que je vais employer. Ok. Avant de commencer du coup la conférence, je vais me présenter. Je m'appelle Béatrice Bellevire, j'ai 24 ans et donc, je suis joueuse d'échecs et j'entraîne aussi un petit peu. Mon classement du coup actuel c'est 2057 au classement Elo. Je suis 45e joueuse française actuellement. J'ai été championne de France jeune en 2019 et donc j'ai pu participer donc, au championnat d'Europe et du monde en équipe de France jeune. Et en parallèle des échecs, je suis en dernière année d'école d'ingénieur en spécialité génie des procédés. Et actuellement, je suis en stage en tant qu'ingénieur environnement chez L'Oréal à Vichy. Et donc, mon école m'a donné la chance de faire une année de césure pour jouer aux échecs à haut niveau. C'était l'année dernière et donc j'ai même été aidée par un sponsor, donc c'était une super expérience. Donc, peut-être à la fin de la conférence, ou même si vous avez des questions pendant la conférence, n'hésitez pas. Et on pourra aussi discuter de mon parcours si ça vous intéresse. Donc pour la conférence, je vais d'abord introduire un petit peu le sujet et puis présenter donc, la première championne du monde, la première femme grand maître, la Maya Shibur, qui a été championne du monde à 17 ans, les sœurs Polgar, les stars d'aujourd'hui et de demain. Je vais aussi parler des joueuses françaises et de figures engagées dans les échecs. Et donc on verra un petit peu tout ça. Ok. Donc déjà, avant de commencer, du coup, vu qu'il y a des joueurs d'échecs dans la salle, j'avais des questions si vous pouviez me citer du coup des champions d'échecs hommes. C'était une question si il n'y avait pas de joueurs d'échecs dans la salle, mais bon, quand même, je vous pose la question. Ok. Et maintenant, du coup, la question, c'est est-ce que vous pouvez me citer des grandes joueuses d'échecs femmes? Oui. Est-ce que du coup, d'autres joueuses femmes que Judith Polgar? Oui. Oui, femmes. Tu vois le musée. Et puis, moi, j'ai 40 ans. Ok. Ok. Et donc, une autre question, pourquoi y a-t-il si peu de femmes connues aux échecs? Parce que finalement, même moi, en faisant la conférence, en travaillant sur le sujet, j'ai appris plein de choses. Moi, en tant que joueuse d'échecs, je ne connaissais pas toutes ces joueuses-là, à part les joueuses les plus connues actuelles. Donc, pourquoi y a-t-il si peu de femmes connues aux échecs? À votre avis? Est-ce que c'est pas plutôt, il y a déjà peu de femmes connues, c'est encore autre chose, mais est-ce qu'il n'y a pas un pourcentage de femmes relativement faible et ensuite connues d'éternels problèmes qu'elles se mettent par devant, comme dans beaucoup de domaines? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? N'hésitez pas, on n'est pas beaucoup, donc... Moi, je dirais, je pense qu'il y a pas mal de monde qui sont d'accord avec moi. On est quand même dans une société assez patriarcale et 100% d'hommes, donc forcément, des fois, on est Non. dans plein de domaines. Il y a les échecs particulièrement, on est mis à l'écart alors qu'on est tous des gens, au final. Bah, ouais. Donc, je sais pas vous, mais quand on pense aux échecs, on pense à des légendes comme Fischer, Kasparov, Carlsen, mais on a pourtant des femmes qui jouent depuis très très longtemps et qu'on connaît moins, par exemple Vera Menchik qu'on va voir, et elles ont elles aussi affronté les meilleures, mais on n'en a pas entendu autant parler. Du coup, je vais un petit peu présenter les chiffres. Donc,
il y a seulement 15% des licenciés de la Fédération internationale des échecs qui sont des femmes. Sur plus de 2000 grands maîtres dans le monde, il y a moins de 40 qui sont des femmes. Et il y a une seule femme, qui est donc Judith Polgar, qui a atteint le top 10 mondial en mix. Et en France, on a donc environ 20% des licenciés qui sont des femmes. Et donc, plus on grandit, plus on vieillit, et plus ce chiffre baisse. Et pareil, en niveau, finalement, plus on monte en niveau et moins on retrouve de femmes en termes de classement de l'eau. Donc si on regarde un petit peu avant, donc jusqu'au début du XXe siècle, les échecs c'était considéré comme un peu une activité qui était réservée aux hommes, et avec donc, les stéréotypes et les préjugés qu'on avait, on les conseillait moins capables de concentration ou des choses comme ça. Et elles n'étaient aussi pas admises dans les clubs d'échecs, où il y avait donc des tournois importants qui se jouaient. Et donc la question aussi, donc, on l'a vu un petit peu, c'est pourquoi si peu de femmes aujourd'hui encore. Et donc ça peut être lié à un conditionnement dès l'enfance, donc les jeux de stratégie seraient proposés davantage aux garçons. Il y a un manque de modèles, comme moi je l'ai dit, en fait, j'avais pas vu toutes ces références-là. Moi, quand j'étais petite, je lisais des livres de Judith Polgar, mais à part Judith Polgar et les joueuses actuelles, je connaissais pas vraiment de modèle chez les femmes. Et puis les échecs, mais comme on l'a vu avec les chiffres, c'est un milieu qui est quand même très masculin. Et donc c'est pas toujours facile, surtout quand on est petit, de grandir dans ce milieu-là. Et il y a aussi donc, des jeunes filles qui abandonnent à l'adolescence à cause de ça. Donc on va commencer dans l'histoire. Donc la Vera Menchik, ça a été la première championne du monde d'échecs en 1927. À savoir que le premier champion du monde c'était William Steinitz et c'était en 1886. Donc Vera Menchik elle est née en 1906 en Russie et elle est donc décédée en 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale et ça a été la première femme à rivaliser avec les hommes dans des tournois internationaux. Et elle n'a malheureusement pas pu avoir le titre de grand maître puisque ce titre a été créé en 1950. Donc une petite anecdote sur Vera Menchik. Donc en 1929, il y avait le maître autrichien Albert Becker qui voulait se moquer de Vera Menchik, qui était la seule femme du tournoi, donc c'était un fort tournoi, et il a déclaré donc tout joueur qui perdra contre Vera Menchik, il deviendra membre du club Vera Menchik. Sauf qu'en fait, ce monsieur-là, ça a été le premier à perdre contre Vera Menchik dans le tournoi, donc finalement c'est lui qui est devenu le premier membre du club Vera Menchik. Et donc Vera Menchik, elle a battu des joueurs célèbres, des champions du monde de son époque, tels que Max Euwe, Reshevsky, Rubinstein, Maroczy, qui ont donc tous finalement rejoint le club Vera Menchik. Donc j'ai préparé aussi des petits exercices, des petites positions d'échec. Donc là on a une position Vera Menchik avec les blancs contre Max Euwe avec les noirs en 1931 et les noirs ont joué C5. Donc la question, c'est qu'est-ce que vous auriez joué si vous étiez à la place de Vera Menchik ? Après, vous pouvez juste donner les idées, parce que le but, c'est pas de faire un exercice 100% parfait, mais les idées. Oui. Fougue 5, ça peut être une idée, Fougue 5 échec. Ou bien cavalier pour F7, ça peut être une idée, suivi de E4. Ok. Je laisse un petit peu les autres. J'attends un petit peu.
Ok. Ça, j'ai pas entendu là. Le niveau bien droit, attaquer le niveau bien droit. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent donner des réponses ou pas? Ok. Quoi D. Ok, alors du coup, ce que tu avais dit, je sais pas comment tu t'appelles. Du coup, il faut mettre un échec. Déjà, c'est le premier coup. On a souris. Donc l'idée déjà, c'est que on va déroquer le roi noir, puisque le cavalier ne peut pas revenir en D7. Donc il faut prendre cet échec qui gagne une pièce. Vous me dites s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou autre. Et après, l'idée, c'est de jouer E4, pas de cavalier prend 7. Moi, j'ai pas regardé, mais l'idée, c'est E4, et t'attaques le fou, et donc le fou doit bouger, et ensuite, donc on va le voir, en fait, le fou, il doit aussi en G6, cavalier prend G6, et puis E5. On a cette idée de le fou, et en D6, c'est le cavalier en F6 avec E4, E5 qui arrive. Et en fait, quand on joue E4, donc si le fou va en G6, on fait cavalier prend G6, et ensuite E5. Et le fou ne peut pas vraiment, s'il va en G4, on va l'attaquer, F3, G4, etc. Et on va gagner une pièce en fait. Donc j'ai mis, ça c'est la partie, ça c'est le début de partie. Donc là on arrive fou B5, roi E7, E4, et cavalier prend G6, puis on prend, et E5. Alors c'est pas un qui quand même, il y a quand même pas mal de choses à calculer, mais on gagne une pièce. Plus le roi noir qui est déroqué. Et sur le 4, on ne peut pas faire flottement aussi. Alors, Sur le cavalier. pardon. Bien sûr. E4. Non, il faut les 5. Et sur le 4, il y a très fou cavalier. Mais on reprend? Non. Ah, ok, E4. Attends, on fait G6. Comment? Après, on peut faire Mais fou B5, roi F6. E5. Non, on a 2 pièces à faire. Oui, il y a 2 pièces d'attaquer. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc ça, c'est une célèbre partie entre Gurmantchik qui a battu Max Euwe. Donc c'était déjà quelque chose pour l'époque. Ensuite, du coup, Nona Prendashvili, qui a été la première femme à obtenir le titre de grand maître en 1978, sachant que le titre de grand maître, il est apparu en 1950. Et donc, elle est née en 1941 en URSS, donc là on a des championnes du RSS pour le moment, donc elle a 83 ans aujourd'hui, et elle a été championne du monde pendant 16 ans. Et elle est toujours active dans les échecs, puisque je crois que je l'avais vue jouer un tournoi il n'y a pas si longtemps que ça. Et elle a été championne du monde senior en 1995, et même championne senior encore plus à 78 ans en 2019. Ensuite, du coup, on a Maya Shibernadze, qui est née en 61 en Géorgie, et donc qui a gagné le championnat du monde féminin à seulement 17 ans. Donc c'est quand même un super résultat, et c'est la plus jeune joueuse de tous les temps à s'emparer du titre, qu'elle a conservé pendant 13 ans. Elle a été grand maître à 23 ans, et ça a été la première femme à rentrer dans le top 50 mondial. Elle a été 48e avec un niveau de 2560. Donc on va maintenant s'intéresser aux sœurs Polgar, qui sont, je pense, les joueuses d'échecs quand même les plus connues de l'histoire, avec Judith Polgar bien sûr, Suzanne Polgar et Sofia Polgar. Et donc pour l'histoire, c'est le père Polgar, donc Laszlo Polgar, qui leur a appris à jouer aux échecs, et qui a donc voulu faire l'école d'échecs finalement à la maison,
pour montrer qu'on peut atteindre l'excellence par l'entraînement dans n'importe quel domaine. Donc on ne naît pas génie, on le devient. Et il a voulu prouver ça, et donc il a fait ça avec les échecs. Et donc Susan Polgar, donc c'est la première des sœurs Polgar, elle est née en 1969. C'est la première des sœurs donc, à avoir été entraînées. Et à 4 ans, elle était déjà très forte. Et elle a été championne du monde d'échecs en 1996, femme. Donc là, j'ai mis une petite vidéo. Ok, elle est là.
Au début des années 1980, l'usine Polgar augmente son rendement. Les deux sœurs cadettes de Suzanne, Sophia et Judith, entrent dans la course au génie. En quelques années à peine, la famille est prête à prendre d'assaut le monde des échecs. À 15 ans, Suzanne est classée meilleure joueuse féminine au monde. Au New York Open de 1985, elle fait sensation en battant pour la première fois un grand maître. En 1989, Judith remporte à 12 ans 8 tournois d'affilée. À 14 ans, Sophia anéantit 4 grands maîtres avec l'un des meilleurs scores de tous les temps. En les voyant assises devant l'échiquier, j'ai tout de suite senti qu'elles n'étaient pas comme les autres joueuses. Donc ça, c'était le premier extrait pour un petit peu présenter les sœurs Polgar. Il y a un deuxième extrait que je trouve intéressant. D'ailleurs, la vidéo, enfin le documentaire est hyper intéressant. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais vous pouvez le voir. Et il y a un moment intéressant. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Capacité exacte de la mémoire de travail de Suzanne. Thompson Street, dans l'un des nombreux clubs d'échecs en terrasse de cette célèbre rue de New York, Suzanne a bien voulu se prêter à un petit test de mémoire. Peut-elle mémoriser toutes les pièces et pions de cet échiquier? Il y a 28 éléments d'information. Pour corser le jeu, l'échiquier a été collé sur une camionnette en mouvement. Suzanne n'a que 3 secondes pour regarder le diagramme. Regardez. Sa mémoire de travail fonctionne à plein régime et en a fait une copie exacte. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Parce que moi, en 3 secondes, je pense pas que j'ai la position. Comment vous pensez qu'elle a fait? Est-ce qu'elle avait une méthode? Je pense qu'elle a reconstitué à partir d'une position qu'elle connaissait déjà. C'est-à-dire qu'elle connaissait déjà une position qui était proche de celle qui était affichée. Et il y avait des détails différents, par exemple 5 ou 8 détails différents. Et elle a juste retenu ces 8 détails, et donc du coup elle a pu reconstituer la position. C'est ça, c'est que quand on commence à jouer beaucoup aux échecs, on apprend des schémas, des types de positions, par exemple le 5 et tout, des choses comme ça, et elle a plutôt retenu par bloc que pièce par pièce, et en retenant par bloc, c'est beaucoup plus facile de retenir la position. Mais c'est toujours un truc qui est impressionnant, je trouve, parce que moi, par exemple, je joue au club d'Anières, pour la petite anecdote, et par exemple, j'étais en Coupe d'Europe des clubs en Albanie, donc il y avait dans l'autre équipe d'Anières, donc l'équipe mixte, mais bon, qui était une équipe composée d'hommes, il y avait par exemple Jules Moussard et Maxime Bachet-Lagrave qui étaient là, et il y avait quelqu'un qui leur donnait un exercice à faire. Ils étaient en train de manger et donc on leur montrait la position donc, sur le téléphone, et en 1 seconde, 2 secondes, ils disaient c'est bon, tu peux ranger le téléphone. Ils avaient la position en tête, et pendant qu'ils mangeaient, ils avaient la position dans la tête. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez impressionnant. Et donc dans cette vidéo, plus tard, il y a un extrait aussi, donc vous pouvez regarder le documentaire, mais finalement, si on donne une position qui a été mise par quelqu'un qui ne joue pas du tout aux échecs, donc c'est pas du tout une position typique qu'on peut retrouver en partie, ben, Suzanne Polgar, elle n'avait pas du tout réussi à reconstituer la position en fait. Donc c'est ça qui montre que c'est par schéma, par des patterns, des choses qu'elle connaît, que si c'est une position qui a été mise complètement au hasard, c'est beaucoup plus difficile de reconstituer la position.
Donc la deuxième des sœurs Polgar, c'est Sofia Polgar, née en 74, et c'est la deuxième des sœurs donc, à être entraînée. Elle est aussi très très forte, puisqu'à 14 ans, elle a remporté un super tournoi avec un score de 8,5 sur 9, en battant des grands maîtres expérimentés. Et je voulais vous montrer une vidéo qui moi, m'a choquée. Donc là, vous avez parce que la vidéo est en anglais, vous avez la traduction de ce qui est dit, et c'est écrit aussi en espagnol. Donc, mais donc, donc c'est Viktor Korchnoi, donc c'est une partie Sofia Polgar Viktor Korchnoi, et vous allez me dire ce que vous pensez. It was the very first and the very last. You never won the game against me. I'm sorry. You won it well. It's the very first and the very last in your life. Yeah. Je sais pas ce que vous pensez. Moi, ça m'a choqué quand j'ai vu cette vidéo. Je sais pas donc si vous avez bien tous compris, mais il a bien dit, c'est la première et la dernière fois que vous me battez. Ça montre à quel point à cette époque-là, c'était dur pour eux de perdre contre une femme en fait. Ok, donc ça on continue. Judith Polgar, donc, qui est née en 76, je pense que c'est la joueuse d'échecs la plus connue de tous les temps, parce que déjà elle est considérée comme la meilleure joueuse d'échecs de l'histoire. À 15 ans, elle est devenue grand maître, donc elle est devenue finalement grand maître plus jeune que Bobby Fischer à l'époque, et c'est la première femme à battre un champion du monde en partie classique, donc victoire contre Garry Kasparov, on va voir des vidéos après. Et elle a toujours refusé de jouer les tournois féminins, elle a toujours préféré jouer en mixte parce que son objectif c'était d'être championne du monde en mixte et pas chez les femmes. Et elle a atteint le top 10 mondial en 2005 donc en étant 8e joueuse mondiale donc, en mixte avec un elo de 2735. Et elle est aussi, donc je ne sais pas si elle est actuellement, mais elle a été entraîneuse de l'équipe nationale masculine de Hongrie. Donc là on a une petite vidéo. On va peut-être avoir une petite pub, je sais pas. Ah, ça change du manioc, hein, mon Jacques. Maman? Non, c'est pas maman. C'était pour te dire qu'avec Deliveroo Plus Or, tu as eu les frais de livraison offerts et en plus, tu as cagnoté 10% de ta commande. Merci, maman! Ouais, de rien. Il était temps que tu rentres, mon chéri. Deliveroo Plus? Ah là, on est très bien. Donc des tournois très cotés. On voit Judith Polgar est la seule femme de ce tournoi-là. On peut voir des joueurs connus. Kasparov, Karpov. Donc, Judith Polgar contre Kasparov.
train de gagner contre Casper. On a perdu. Finalement, elle nous a tous battus. Karpov. C'est une vidéo qui est sur la chaîne de Judith Polgar. N'hésitez pas si vous avez des questions ou autres. Ok. Donc finalement, les sœurs Polgar, elles ont quand même un énorme impact, que ça soit dans la révolution de l'entraînement, puisqu'elles ont montré que finalement, c'est le talent, c'est une question d'entraînement, c'est pas une question de genre. Et elles ont inspiré toute une génération, que ce soit moi ou les joueuses, je pense même actuellement, en fait, elles inspirent toujours. Et puis ce qui est bien, c'est qu'elles continuent donc à œuvrer dans les échecs, à proposer du contenu éducatif et à promouvoir les échecs. Donc pour les stars d'aujourd'hui et de demain, donc Wu Yifan, née en 94 en Chine. Donc finalement, au début, on avait des joueuses plutôt du RSS, Géorgie, on a eu Judith Polgar en Hongrie, et on voit que finalement les meilleures joueuses, maintenant c'est des joueuses chinoises, des joueuses indiennes, on va le voir, donc ça change un petit peu. Wu Yifan, c'est l'actuelle numéro 1 mondiale au classement ILO. Elle a été grand maître à 14 ans, donc en battant le record, et en battant le record de Judith Polgar, et en devenant finalement la plus jeune femme grand maître de tous les temps. Et elle est devenue championne du monde à 16 ans, donc en battant le record de Shiburnadidze. Et en 2015, elle était à la 55e place mondiale. Et elle a elle aussi battu des joueurs très très connus comme Fabiano Caruana. Et par exemple, elle est toujours joueuse numéro 1 mondiale, mais elle a, je pense, préféré privilégier les études et le travail plutôt que les échecs, puisqu'on la voit moins jouer. Donc là, pareil, on a un petit exercice. Donc Wu Yifan contre Raphaël Baganian. Donc les noirs jouent et gagnent. Donc je vous laisse réfléchir. Pardon, j'ai voulu. Il faut prendre les deux. Et va me prendre les 4. Donc là, pareil, il faut tout calculer, mais bon, l'idée c'est fou ranger 2, mettre ma souris, donc on sacrifie une pièce, mais roi prend G2, et l'idée c'est dame prend D4, parce qu'après pion prend D4, comme il y a le roi qui est en G2 et la dame qui est en H5, on a cavalier F4 échec fourchette. C'est un joli petit exercice. Donc là, on a la combinaison. Et donc, ce qu'il fallait regarder en plus, c'était dame prend G6, mais bon, c'est pas hyper important. Et au final, on a donc une qualité de plus. Donc là, c'est la fin de la partie. Voilà. Ok. On va passer donc à Jules, qui est née en 91 en Chine, et c'est l'actuelle championne du monde d'échecs. Elle est championne du monde depuis 2018 et elle est numéro 2 mondiale. Et c'est une référence en Chine pour les échecs et dans le monde.
Donc, pareil, un petit exercice. Les noirs jouent égal. Donc, c'est Julien Jules contre Ouyfan. Je vous laisse réfléchir. Ok. Après, il faut regarder le matériel, on a une qualité de moins. Oui. Alors, c'est pas ça la solution. Il y a un truc encore plus fort. Ok. Ok. Donc c'est pas ça la solution, il y a un truc, c'est pas genre tactique ou quoi. L'idée, c'est qu'on aimerait faire Dame B2 et Dame D2 mat, mais il y a le pion en C2. Du coup, l'idée, c'est de jouer D3. Et donc, s'il fait pion prend, il y a Dame B2, Dame D2. Et après, du coup, Dame prend D3, il y a cavalier B4, effectivement. Donc, on va le voir. Dame prend cavalier B4. Et l'idée aussi, en fait, de ce D3, c'est que ça a ouvert la diagonale pour faire échec en G1. C'est un petit truc, je sais pas, c'est un petit exercice. Mais donc, en jouant D3, en fait, on a cette idée de Dame D2, Dame D2 pour D3, Dame B2, Dame D2 si le pion s'en va, et ça ouvre la diagonale G1 pour faire mat. Donc, c'est pour amener la Dame en attaque. Oui, pardon. Du coup, D3, donc on menace mat, après Dame B2, Dame prend C2. Donc s'il fait pion prend D3, Dame B2 échec, Roi D1 et Dame D2. Et l'idée de D3, donc c'est ce mat en deux coups, mais c'est aussi les Dames G1 échec qui arrivent pour ouvrir la diagonale. Et donc après D3, Dame prend D3, cavalier B4 du coup, attaque la Dame. Et ensuite, donc par exemple, alors je ne sais pas si ça va trop loin en visualisation. Donc cavalier B4, la Dame vient en E4 par exemple. Et après Dame G1 échec, du coup la Dame doit reculer en E1. Et Dame G2. Et on a du coup les idées à la fois de cavalier prend A2. En fait, on a deux double attaques. Donc le roi est trop faible et il va y avoir un mat qui arrive. Parce qu'après Dame G2, par exemple, ça va un petit peu loin. On va poser les positions. Ah non, ça marche pas. Ok. Après, je pourrais peut-être vous envoyer, si vous voulez, la présentation. Vous pourrez regarder aussi la position. Mais il y a cette double idée d'attaquer sur la première rangée, le pion en C3 qui est hyper fort, qui menace des menaces de mat plus le cavalier. Ok. Concernant les actualités, parce que finalement en ce moment il y a le championnat du monde féminin, je ne sais pas si vous le savez, qui a commencé le 3 avril et qui se termine le 21 avril. Donc il a lieu en Chine en 12 parties, et donc il oppose Julien Jun qu'on a présenté à Tan, je ne sais pas comment on dit son nom, Zhongli, qui a été championne du monde en 2017.
Donc si ça vous intéresse de suivre les parties, c'est toujours hyper intéressant. Le score actuellement c'est 4-2 pour Jules en Jules. Donc là je vous ai mis le lien si vous voulez regarder. Sinon il y a un petit QR code pour avoir directement l'accès au championnat et donc aux parties si ça vous intéresse. Je ne sais pas si vous pouvez le flasher. Ok. Du coup, donc pour les générations qui arrivent, finalement, les stars de demain, on a toute une génération de super fortes joueuses indiennes qui arrivent avec notamment Vaishali Ramesh Balu qui est la sœur de Pragyananda. Je ne sais pas si vous connaissez Pragyananda. Elle est née en 2001, donc comme moi, et elle a été grand maître en 2023. Et avec son frère, du coup, c'est les premiers frères et sœurs qui sont grands maîtres dans les échecs. Pas d'autres. On a aussi Divya Deshmukh qui est née en 2005, donc qui est très jeune, et qui est une jeune espoir indienne. Elle est maître internationale et déjà dans le top 10 mondial au classement ELO. Et on a aussi donc Asobayeva Bilisara qui est née en 2004 au Kazakhstan et qui a été championne du monde de blitz en 2021 et 2022. Donc ce ne serait peut-être pas surprenant que dans les prochaines années, une de ces joueuses-là peut-être deviendra championne du monde. Ok, donc concernant finalement les joueuses françaises, donc là j'ai mis 4 tableaux. Donc là ici on a le top 10 mondial en mixte, donc en avril 2025. Donc on voit finalement que dans ce top 10 il n'y a aucune joueuse. On a un joueur français, Alireza Firouzja, qui est 10e, mais aucune joueuse. Si on regarde le top 10 mondial chez les femmes, du coup, on n'a pas de joueuses françaises. Donc, oui, Fan, première en classement ELO, et Julien Jules, deuxième. Si on regarde le top 10 français en mixte, on n'a aucune femme. Et donc, la meilleure joueuse française au classement ELO actuellement, donc c'est Marie Sebag, je ne sais pas si on voit bien, qui a 2448. Donc elle est 24e joueuse mondiale actuellement et 42e joueuse française en mixte. Donc j'ai voulu un petit peu présenter les meilleures joueuses françaises. Donc Marie Sebag, qui est la seule française avec grand maître. On a démonté Dolité Cornette, qui est maître internationale et qui est la championne de France en titre. Sophie Millet, qui est très connue, maître internationale et qui a été 6 fois championne de France. Et Pauline Guichard, qui est donc maître internationale et 2 fois championne de France. Ok. Je ne sais pas si vous connaissez Mitra Jazipour. Non. Donc j'ai fait cette slide parce qu'il y a encore des joueuses finalement qui ne peuvent pas jouer librement aux échecs. Donc Mitra Jazipour, elle a été championne de France en 2023, c'est une joueuse franco-iranienne. Et donc en 2019, elle a décidé de jouer le championnat du monde féminin sans le voile. Et donc du coup, elle a été exclue et expulsée de l'équipe nationale d'Iran. Et donc elle a décidé de s'exiler et elle a choisi la France. Donc maintenant, elle est joueuse française. Donc c'est pour montrer qu'on a encore aujourd'hui, c'est pas facile de jouer à son plein potentiel librement. On a aussi, donc je ne sais pas si vous avez vu, peut-être que oui, parce que ça a fait pas mal d'ampleur. Il y a une lettre ouverte de joueuses d'échecs françaises qui a été faite contre les violences sexistes et sexuelles. Donc là, on a toutes les joueuses qui ont signé. Peut-être qu'il y a des personnes dans la salle qui avaient aussi signé cette lettre, mais donc c'était pour dénoncer et donc oser prendre la parole sur ce qui se passe, parce que en tant que joueuse d'échecs, c'est pas toujours facile tout ce qui peut arriver en tant que remarque sexuelle et sexiste. Ok, donc dans les échecs, on a les joueuses d'échecs, mais on a aussi des joueuses qui proposent du contenu échiquien. Donc, je ne sais pas si vous les connaissez, il y a les sœurs Bottez, Anna Kramlin, donc elles proposent des vidéos donc éducatives, divertissantes, des interviews aussi. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez regarder leurs vidéos. Et ces femmes, elles ont quand même un impact énorme, puisqu'elles ont plus d'1 million d'abonnés chacune. Et donc ça permet de démocratiser les échecs. Donc finalement, donc là il y a un petit QR code
pareil, c'est sur QR code, ça ramène vers une vidéo YouTube d'une interview de Suzanne Polgar, si je ne me trompe pas, avec les sœurs Bottès. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir cette interview. Et donc finalement, les stars féminines, aujourd'hui, c'est pas seulement en compétition, mais elles peuvent aussi enseigner, divertir et donc inspirer de nouvelles générations. Ok, donc on va aussi faire un petit débat, on est sur la fin de la conférence, mais donc actuellement on a des championnats féminins et des championnats mixtes. Judith Polgar, elle a refusé de jouer dans les tournois féminins et elle a montré que les femmes elles pouvaient rivaliser avec les meilleurs joueurs hommes, puisqu'elle a été numéro 8 mondial quand même. Mais aujourd'hui, on a toujours les tournois féminins qui existent. Certaines personnes pensent que c'est nécessaire, d'autres non. Donc la question qui va nous conduire à faire un petit débat, c'est faut-il garder des championnats féminins ou viser une mixité totale? Je vous laisse prendre la parole. Il y a des pour et des contre. En fait, avoir des compétitions féminines, dans un sens, pour les gens qui ne connaissent pas trop les échecs, là, et aussi les raisons pour lesquelles il n'y a pas énormément de femmes au plus haut niveau, ça peut être un petit peu dégradant pour dire, regardez, les hommes et les femmes ne sont pas dans la même catégorie. Mais en fait, déjà, il n'y a pas de tournoi hommes, mais des tournois mixtes. Donc les meilleures femmes sont libres d'y participer. Donc déjà, ça c'est une chose. Et il y en a qui participent et qui font de très belles performances, comme tu as pu en parler avant, que ce soit du Polgar ou du Fan, Jou et Joule, qui battent régulièrement le top 10 mondial. Et moi, je pense que les compétitions féminines, type championnat du monde, c'est intéressant et c'est nécessaire à condition que ce soit médiatisé et mis en valeur. Par exemple, en ce moment, comme tu me disais, il y a le championnat du monde féminin, avec de très très jolies parties. Et en même temps, il y a un tournoi de freestyle chess avec certains des meilleurs joueurs mondiaux, comme Carlsen, etc. Et qui se jouent en fait sur les mêmes créneaux. Donc ça ne sert pas en fait la pratique féminine et la compétition féminine. On n'entend pas beaucoup parler de ce championnat féminin. Oui, on entend plus parler en fait. Clairement. Déjà, il y a les organisateurs qui ont une responsabilité, parce qu'ils ont mis ce freestyle chess en face du championnat du monde féminin en sachant pertinemment que ça allait attirer tout le monde. Et les médias qui ne mettent pas forcément en avant ces choses-là, qui mériteraient tout en lumière pour eux. Oui. Bonjour. Moi, avant de jouer aux échecs, j'étais contre le fait de séparer en fait les hommes et les femmes. Et je me suis aperçue que moi-même, quand mon club a proposé le premier tournoi féminin, toutes les filles, c'est paradoxal, en fait, on s'est toutes regroupées sans se le dire, on s'est dit, on va jouer, et en fait, ça apporte un plus et la porte ouverte à, et là, on y était toutes, alors que j'étais la première à me dire, mais non, il ne faut pas séparer, mais ça peut être une porte ouverte, mais pour débuter peut-être. En effet, là, pour les grands championnats, il faudrait une mixité. Et la preuve, c'est ce qu'on se disait là à l'instant, on n'a aucune d'entre nous n'a entendu parler de ce tournoi mondial féminin. Moi aussi, je n'avais quasiment pas entendu parler. C'est pas du tout sponsorisé, mais après, c'est pas que les échecs, c'est pareil dans le foot avec les femmes, voilà. Et c'est vraiment dommage. Donc ça peut être la porte ouverte, en tout cas selon moi, pour débuter, parce qu'il y a une certaine aussi sororité, malgré tout, entre les femmes. Mais peut-être qu'à l'échelle après, une échelle plus importante et mondiale, la mixité. Et juste pour compléter ce que disait Marie, je pense aussi, peut-être que vous confirmerez, parce que je suis juste là qui m'ont concerné, mais quand on revoit la slide d'avant avec la lettre ouverte, je ne sais même pas combien il y a de joueuses, en fait, c'est que des joueuses françaises, mais il n'y a même pas que des joueuses françaises dedans, finalement, il y a d'autres personnes aussi qui ont signé. Mais en tout cas, ça se compte par centaines, et donc toutes ces femmes-là, dans des compétitions mixtes, elles ont été confrontées à des comportements déplacés, des fois à des agressions, ce genre de choses. Et comme tu disais, pour les femmes qui débutent, ça peut leur permettre d'évoluer dans un cadre qui est plus rassurant, qui leur permet peut-être de plus s'épanouir et de plus
plus jouer. Après, c'est dommage d'en arriver là aussi, parce que au final, ça devrait être normal que les femmes puissent jouer dans des tournois sans les embêter. Mais moi aussi, par exemple, quand j'étais en championnat de France jeune, du coup, je faisais les championnats de France chez les filles. Et en fait, on était un petit peu, obligé de jouer chez les filles dans un sens où, si on voulait être en équipe de France jeune, il fallait être championne de France. Et si je jouais du coup chez les garçons, au vu de l'écart au classement Elo, c'était quasiment impossible. Alors il fallait du coup rattraper tout ce retard. Donc c'était plus facile d'être championne de France chez les filles que chez les garçons. Donc il y a aussi ce truc-là, que maintenant ça a changé, parce que maintenant la Fédération française des échecs sélectionne dans l'équipe de France des joueuses qui jouent chez les garçons si elles font un bon tournoi, pas si elles sont championnes de France chez les garçons. Mais avant, c'était pas du tout comme ça. Si on voulait être en équipe de France jeune, il fallait du coup être championne de France jeune ou vice-championne de France jeune. Mais si on faisait un bon tournoi chez les garçons, on n'avait pas cette possibilité d'être en équipe de France jeune. Donc finalement, à mon époque, c'était pas... J'étais obligée de jouer chez les filles finalement. Et donc, comme c'était un truc plus facile, parce qu'il y avait moins de concurrence, le classement Elo était plus bas, et ben, donc il y avait moins ce challenge de il faut aller beaucoup plus haut. Et donc, c'est bien qu'en tout cas maintenant ça ait changé et qu'il y ait plus. C'est mieux ce qui est fait maintenant qu'avant. Moi aussi, à mon époque, quand j'étais en équipe de France jeune, du coup, il n'y avait pas on était championne de France et on allait au championnat du monde et d'Europe, mais par exemple, on n'était pas préparé spécifiquement, on était préparé pendant le tournoi, mais ça s'est arrêté là. Il n'y avait pas un truc que maintenant ils font pour les jeunes, c'est des stages. Il y a beaucoup de choses qui sont faites maintenant et c'est vraiment bien. Ok. Ouais, juste pour finir, il faut faire attention aux mixité aussi. Par exemple, ça me fait penser à ce que tu dis aux interclubs où, à partir d'un certain niveau, les équipes sont obligées d'avoir une joueuse féminine par équipe. Et en fait, on voit que c'est bien, mais en fait, pour les féminines en question, c'est pas forcément très agréable parce que dans les équipes qui ont un niveau, par exemple chez nous, généralement, on avait une seule joueuse féminine dans une équipe de 8 qui faisait des déplacements sur des week-ends avec 7 garçons. C'est pas forcément très agréable. Après, il y en a qui le vivent très bien, il y en a qui le vivent moins bien. Et du coup, nous, à Limoges, on a essayé cette année de faire en sorte d'avoir au moins 2 filles pour chaque catégorie, jusqu'à la N1, où là c'est compliqué, quoi. Mais pour chaque équipe, d'avoir au moins 2 filles par équipe qui jouent à chaque fois, pour éviter qu'on prenne une fille juste parce qu'il faut prendre une fille et qu'au final on ne la met pas dans de bonnes conditions, ça ne lui donne pas forcément envie de continuer à jouer, ce genre de choses. Ok. Mais je trouve que moi c'est bien aussi d'avoir la féminine obligatoire parce que par exemple en Allemagne, moi j'ai fait mes études en Allemagne aussi et j'ai joué pour un club allemand et il n'y a pas ce truc-là de féminine obligatoire. Donc finalement, on ne voit pas de jouer des échecs femmes dans l'équipe, quoi. Ils privilégient de jouer avec des hommes. Donc je trouve que c'est bien ce que fait la fédération pour ça. Voilà. Peut-être que la solution, ce serait que dès le plus jeune âge, il n'y ait pas de séparation, c'est-à-dire que si on apprend aux jeunes enfants de 7, 8 ans, je ne sais rien, les échecs, et qu'on mette les garçons et les filles ici, parce que tous les problèmes viennent de là déjà, dans n'importe quel domaine. Si on commence à faire cette scission, au niveau des jouets, au niveau de dans tous les domaines, elle va ensuite se renforcer. Donc je veux dire, si on apprend cette mixité dès le plus jeune âge, après on ne va pas marginaliser, on va avoir les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Est-ce que c'est pas déjà les éduquer dès le départ, s'ils sont intéressés par les échecs, qui jouent déjà ensemble dès le plus jeune âge, et après ça se fera naturellement. Enfin, je sais pas, moi je le ressens comme ça. Et d'ailleurs, il y a une réflexion déjà au niveau de la Ligue Nouvelle-Aquitaine, à ce niveau-là, il y a une réflexion au niveau de la Ligue Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire qu'avant, tous les championnats régionaux jeunes, il y avait une catégorie masculine, une catégorie féminine. Là, depuis cette année ou l'année dernière, pour les petites catégories, U8, U10, ils sont passés en totale mixité. Et pour l'instant, ils sont restés avec des catégories féminines et masculines à partir de U12. Mais en fait, cette génération U8 U10, c'est un petit peu de génération test, parce que, en fait, à partir de U12, c'est trop compliqué pour les filles, il y a déjà un écart de niveau. Donc, si on faisait une compétition mixte, ce serait déjà trop dur pour les filles de se qualifier pour le championnat de France. Par contre, cette catégorie U8 U10, où il n'y a pas encore d'écart de niveau, elle va servir en fait de génération test pour instaurer une mixité complexe et après augmenter tous les 2 ans en fait, quand cette génération passe de U8 à U10, de U10 à U12. Passer en U12 mixte complet, U14, etc. Donc en tout cas, il y a une réflexion qui est
Mais on le voit aussi avec les championnats de France jeunes actuellement. C'est l'année dernière, on a eu Émilie Nègre, je ne sais pas si vous connaissez, qui a été championne du monde chez les garçons. Donc c'était un exploit. Enfin, De France. Oui, championne de France. Je crois que c'était, je ne sais plus la catégorie d'âge, moins 14 ans peut-être, je ne suis pas sûre. Mais elle a fait un score extraordinaire et clairement montré que, voilà quoi. Donc, et ça, c'est, je pense, c'est depuis que la fédération, depuis que les filles, du coup, en championnat de France jeune, depuis qu'elles sont plus obligées de jouer chez les filles pour être en équipe de France. Et là, on a beaucoup de joueuses qui maintenant sortent un petit peu du lot. Et ça, c'est bien, parce que les règles changent. En fait. Quand il n'y a pas de contrainte de si je dois jouer chez les filles pour être championne de France, pour avoir l'équipe de France jeune, et ben, du coup, ça permet beaucoup plus de liberté et donc ça progresse beaucoup plus. Du coup, on va revenir un petit peu sur ce qu'on a dit. Donc, on a les tournois mixtes et les tournois réservés aux femmes. Et on a les meilleurs tournois du monde, le tournoi des candidats par exemple. Pas du tout, il n'y a pas de. Je sais pas s'il y a. Je crois qu'il y a peut-être déjà eu des joueuses femmes, mais très peu. Donc, comme on l'a dit, finalement, pourquoi avoir des tournois féminins? Ça permet d'encourager. C'est bien d'avoir les deux, comme ça, elles peuvent choisir tant qu'il n'y a pas de contrainte d'eux. Ça permet de créer des modèles et donc d'offrir un espace plus accessible et moins sexiste. Mais le but des championnats féminins, ce n'est pas de diviser les sexes, mais de donner à chacun et chacune les mêmes opportunités. Et donc effectivement, la séparation peut aider à progresser, mais l'idéal, ce serait qu'un jour, on n'en ait plus besoin. Donc c'est un petit peu tout ce qu'on a dit finalement. Parce que quand on joue dans les tournois mixtes, il y a moins de visibilité médiatique, parce que je sais pas, quand on regarde une grille américaine par exemple, on regarde les premiers, alors que si on regarde un tournoi féminin, du coup on verra ces joueuses-là. Il y a aussi moins d'entraîneuses, moins d'arbitres et moins d'organisatrices, mais bon, les choses changent petit à petit. Et il y avait à l'époque l'écart de prix dans certains tournois, hommes-femmes. Par exemple, l'année dernière, le national et le national féminin, ça a changé parce qu'avant, il y avait un écart de prix au national et au national féminin, et maintenant, à partir de l'année dernière, on a une égalité. Donc le champion et la championne de France du national et du national féminin, maintenant, ils gagnent le même prix. Donc ça a été un vrai truc qui permet d'encourager les joueuses. Et donc, l'idée sur l'avenir, c'est de mettre en valeur, comme on fait ici, les joueuses. Merci au club de Limoges pour cet événement, puisque ça permet de mettre en valeur les joueuses féminines, créer plus de contenu, et donc les clubs, les clubs sont là finalement pour aider à ça. Donc là, on est sur la fin de la conférence. Donc déjà, merci d'être venus. J'espère que ça vous a plu. Cet après-midi, il y a une simultanée à 14h. Et donc maintenant, ce moment, c'est un moment de questions. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger, n'hésitez pas. Comment? J'ai pas entendu. Dans votre cas personnel, qu'est-ce qui vous a motivé pour démarrer les échecs? Moi, c'est mon grand-père et mon père qui m'ont appris quand j'étais petite, quand j'avais 7 ans. Et ça m'a plu. Donc j'ai commencé comme ça. C'est mon père qui m'a montré comment jouer et qui m'a inscrite en compétition dès le plus jeune âge. Et donc après, j'ai fait jusqu'à mes 18 ans tous les championnats départementaux. Championnat départemental, comme c'était il n'y avait pas beaucoup de joueurs, c'était en mixte. Mais le championnat régional, c'était chez les filles. Le championnat de France jeune, c'était chez les filles, parce que finalement, effectivement, pour intégrer, parce que quand on est petit, du coup, on a envie d'être champion de France, championne de France. Surtout chez les filles, on a ce rêve d'être championne de France, et donc quand on est championne de France, on peut participer au championnat du monde, championnat d'Europe féminin, et donc c'est, je sais plus ce que je veux dire, c'est toutes ces étapes-là qui font que c'est motivant. Et la plupart des grands champions, c'est au niveau familial qu'il y a eu, parce que l'on voyait pour certaines, c'est effectivement le père encouragé. Dans les autres cas, quels sont les facteurs qui font qu'elles s'impliquent dans cette discipline? Des fois, c'est les frères qui jouent, la sœur qui joue, et c'est comme ça. Après, maintenant, à l'école, il y a de plus en plus
d'enfants qui apprennent à l'école. Et ça, c'est vraiment bien aussi. Mais bon, toutes les choses, je ne sais pas comment, mais souvent la famille ou l'école. À l'école, il y a des enseignants qui s'impliquent dans les maths, etc. Est-ce que c'est très concurrentiel entre les femmes? C'est comment l'ambiance entre les femmes dans un championnat? Parce que par exemple, dans le sport, dans certains sports, chez les femmes, c'est très concurrentiel. Enfin, je pense à la danse, par exemple. Ça peut être assez violent. Et justement, aux échecs, c'est comment? Ben, je pense que chez les femmes, chez les filles, surtout quand on est petite, comme on veut se rêve d'être championne de France et qu'on n'est pas beaucoup, il y a beaucoup plus de concurrence effectivement que chez les garçons. Moi j'ai remarqué que les garçons, il y a beaucoup plus d'entraide, ils jouent ensemble, ils s'amusent, alors que les filles, c'est différent. Enfin, moi dans ma génération, c'était différent. On était beaucoup moins. De toute façon, si on regarde les grilles américaines, des championnats de France jeunes mixtes, et chez les filles, et puis on monte en âge, on voit que dans la dernière catégorie, par exemple les moins de 20 ans, je sais pas, il y a 10-15 joueuses chez les filles, et chez les garçons, il y en a beaucoup plus, alors 50, etc. Plus on grandit, et moins il y a de filles déjà en championnat de France jeunes, donc finalement ça crée toute cette concurrence, donc il y a pas mal de rivalité. Et par exemple, je suis arrivée à la fin, mais du coup vous avez envie, vous faites un truc à côté, c'est comment... Du coup, moi je suis joueuse d'échecs, mais je fais mes études, là je suis en dernière année, donc moi je ne suis pas 100% dans les échecs parce que, de toute façon, à mon niveau actuellement, avec l'ELO, donc mon ELO c'est 2057, à part si on fait des cours, on entraîne, on ne peut pas vivre des échecs à mon niveau, c'est pas possible. Et même les meilleures joueuses françaises, que ce soit Sophie Minier, etc., de vivre exclusivement donc, que de la compétition, c'est très dur. C'est vraiment le top mondial en fait qui peut en vivre et c'est pas facile du tout. Parce que finalement, du coup, en France, on a donc par exemple le top 16. Donc vu que la féminine est obligatoire en top 16, donc c'est la meilleure compétition en interclub. Et donc chaque club veut la meilleure féminine. Donc là, c'est une façon pour les femmes de gagner de l'argent. Mais sinon, c'est pas facile. À mon niveau, comme à tout niveau, je pense qu'il faut travailler tous les différents, que ce soit la tactique, le calcul, la stratégie. De toute façon, même des vidéos sur Internet, il y a énormément, maintenant, à l'heure actuelle, il y a énormément de contenu sur les échecs, donc c'est hyper facile d'apprendre plein de choses. Et de toute façon, c'est répétitif, il faut toujours s'entraîner sur les mêmes choses. Et à force, on a des automatismes qui se créent. Et on apprend des choses. De toute façon, le jeu d'échecs est infini, on apprendra toujours quelque chose. Ouais, cadette. Moins de 18 ans. Du coup, alors, déjà, moi j'ai commencé à 7-8 ans. J'avais fait mon premier championnat de France jeune, j'avais fini 5e. Mais donc ça c'était super parce que je joue aux échecs depuis, je sais pas, 5 mois, 6 mois. Donc depuis très peu de temps. Et après la suite ça s'est moins bien passé puisque le deuxième j'ai fini 10e, puis 15e, puis 20e, puis 25e. Donc ça m'avait un petit peu démoralisée parce que je m'entraînais beaucoup et ça marchait pas trop. Donc des fois, c'est pas parce qu'on s'entraîne aux échecs tous les jours qu'on va progresser forcément, qu'on va gagner toutes les parties. Donc j'ai fait une pause pendant 2-3 ans. Et quand j'ai repris, je me suis dit, j'étais championne de France en 2019. Je crois que j'ai repris les championnats de France jeunes, c'était peut-être 2015-2016, donc il y a eu une pause de 2-3 ans. Et quand j'ai repris, je me suis dit, je vais être championne de France. C'était mon objectif. Et du coup, comment je me suis entraînée, on ne me souvient plus exactement, mais c'était un petit peu tous les jours. J'avais un entraîneur aussi. Et c'était vraiment l'objectif d'être championne de France chez les filles, quoi. C'est ce qui est dommage parce que peut-être que si j'avais joué chez les garçons, en disant je vais être championne de France chez les garçons,
le niveau est beaucoup plus haut, donc c'est pas pareil, enfin, c'est plus difficile. Donc peut-être qu'en ayant l'objectif championnat de France chez les garçons, peut-être que l'objectif championnat de France chez les filles est plus accessible. Mais c'était, oui. Après, les championnats de France jeunes, c'est vraiment un tournoi spécifique, puisque c'est le championnat du coup chez les filles. Donc beaucoup de préparation sur les ouvertures. Il y a beaucoup d'effets de surprise sur ça, mais sinon c'est l'entraînement classique, juste pour progresser. Moi, mon entraîneur, je me rappelle, il me disait moi je veux que tu deviennes forte, quoi. Pas que tu sois championne de France chez les filles, que tu t'entraînes pour devenir beaucoup plus forte. En fait, le titre de championne de France jeune, c'est pas une fin en soi, quoi. Il y a des tas de choses qui peuvent être. Il faut viser beaucoup plus haut. C'est un entraîneur homme? Oui. J'ai toujours eu des entraîneurs hommes, sauf en équipe de. Quand j'étais en équipe de France jeune, parce que même dans l'équipe de France jeune, du coup, la majorité c'était que des entraîneurs hommes quasiment, et j'avais eu Sophie Millier en entraîneuse pendant le championnat d'Europe jeune, une fois, mais sinon c'était que des hommes, oui. Maintenant, si on regarde l'équipe des entraîneurs de l'équipe de France jeune, je crois qu'il y a Sylvia Alessieva qui est entraîneuse, mais je crois que c'est tout. Oui. Quand j'étais championne de France jeune, c'était Suzanne Polgar qui était mon ambassadrice du championnat de France jeune. Donc je voulais mettre la photo, mais je ne l'ai pas retrouvée. Une vieille photo. Et oui, mais déjà j'ai eu la chance de jouer pour le club d'Anières, le Grand Échiquier. Donc il y a Maxime Lacheladra dans le club, Jules Moussard, et puis il y a des stars des échecs dans ce club. Et par exemple, j'ai fait la Coupe d'Europe féminine des clubs, donc j'ai pu voir beaucoup de stars en fait. Aussi, il y avait le tournoi l'Open du Cap d'Agde, souvent il y avait des stars qui venaient. Donc c'était un moment pour pouvoir les rencontrer. Pas grand chose. J'ai pas vraiment échangé avec eux. N'hésitez pas. Excusez-moi, j'ai peut-être une question pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout le monde des échecs et qui l'a peut-être un peu vécu à travers la littérature. Le joueur d'échecs de Dostoïevski, et puis je sais plus, je crois qu'il y a une série sur une femme. Comment ? Le jeu de la dame. Oui. Et il y a cet aspect de l'addiction, de l'obsession, qu'on retrouve dans d'autres passions, en disciplines passion. Est-ce que c'est quelque chose de tabou ? Est-ce que c'est un peu en filigrane dans ce monde des échecs ? Voilà, c'était une question peut-être un peu difficile. Mais... J'ai pas compris en quoi ça peut être un tabou. Le stéréotype du joueur d'échecs obsessionnel. L'addiction au jeu, en fait. Ouais. Et la projection du jeu, d'être constamment dans sa pensée, d'essayer d'imaginer, de refaire et refaire des parties. Est-ce que simplement certains le vivent très bien et d'autres le vivent un peu mal, d'être dans cette obsession du jeu? Alors, je sais pas. Je crois pas. C'est pas. Ouais, c'est vrai qu'il y en a, par exemple, Bobby Fischer, il n'a pas forcément très bien fini, quoi. C'est-à-dire qu'il était tellement obsédé par le jeu qu'il en est devenu complètement paranoïaque. Au championnat du monde contre Boris Spassky, le moindre bruit dans la salle, on pensait qu'il était espionné, il regardait sous son échiquier, sous sa chaise, etc. Et c'est vrai que cette obsession pour les échecs d'être toujours... Mais en fait, je pense que c'est un petit peu pareil pour tous les gens qui sont, parce que c'est leur métier, ils sont obligés d'en vivre et ils sont quasiment 24 heures sur 24 focalisés dessus. Et quand on reste focalisé sur quelque chose, psychologiquement il y a quelque chose qui peut mal tourner, quoi. Après, je pense que bien
Après, c'est vrai que comme on a des codes dans le jeu d'échecs qui sont un peu obscurs pour les gens qui ne jouent pas, avec les coordonnées des cases, avec le fait de réussir à visualiser une position, etc. En fait, ça peut peut-être créer des fantasmes pour les gens qui ne sont pas du tout de ce monde-là, de se dire waouh, ils sont complètement dans leur monde, obsédés, etc. Mais en fait, pas du tout, c'est vraiment juste une question de code et de... Oui, c'est un quotidien en fait qui est juste différent. Après, c'est vrai qu'à très très haut niveau, les gens qui font que ça, on en a eu un à Lille l'année dernière avec ton par exemple. Un grand maître qui fait des échecs depuis les années 70, qui fait que ça, c'était son métier, il écrit des livres, etc. Et c'est vrai que ça peut peser sur le mental, mais je dirais que c'est des rares cas. En fait, même sans parler du haut niveau, il y a des gens, quand ils en font beaucoup pendant une courte période, ils peuvent rentrer là-dedans quand même, dans le truc un peu l'obsession de faire après une partie lente, de l'avoir en boucle dans la tête et vivre des moments difficiles en fait. Donc ça peut arriver aussi. Mais après, il faut savoir gérer ça en fait. Mais il y a des phases où ça peut être compliqué en fait. Mais après, c'est vrai que les échecs en compétition, ça peut être rude mentalement, de passer 6 heures, 7 heures sur une partie, de perdre. C'est un combat mental en fait, c'est comme un combat de boxe où on est vraiment face à un adversaire et le meilleur gagne. Et quand on passe 6 heures, 7 heures à essayer de se battre sur un échiquier qu'on finit par perdre, c'est vrai qu'il faut être préparé mentalement à ça. Surtout que par exemple, j'ai en tête l'année dernière championnat d'Europe féminin, moi j'ai une partie où j'étais contre en plus la grand maître Bella Kontanashvili, joueuse géorgienne. La partie a duré plus de 5h30 et pendant plus de 5 heures, en fait, l'avantage était même complètement garanti à un moment. Et puis c'est passé du coup complètement égal la position. Donc je dirais qu'en gros pendant 5 heures, 4 heures, j'étais gagnante. Donc de 4 à 5 heures, c'était égal. Et donc au bout de 5h30, j'ai perdu la partie sur une erreur. Donc la partie fait, je sais pas, 80 coups. Sur une erreur, je perds la partie. Et donc ça, c'est très dur psychologiquement de se battre. On sait qu'on ne peut pas perdre normalement cette partie. Et puis on fait une erreur et c'est sûr qu'après, c'est pas facile. J'ai un autre exemple qui me vient en tête. C'est sur le précédent championnat du monde masculin entre Ding Liren et Yann Nepomniachtchi, qui est un joueur russe, qui avait déjà échoué 2 fois auparavant, qui avait été le candidat au titre mondial 2 fois auparavant, qui a été tombé contre Magnus Carlsen, qui était le meilleur de lui, qui avait perdu 2 fois. Il avait réussi à se requalifier une 3e fois pour la finale des championnats du monde. Il jouait contre Ding Liren, qui était un joueur à peu près de son niveau. Et c'était des matchs, je crois, en première arrivée à 6 points et demi, donc 12 parties, donc c'est quelque chose de très long. Et il était devant pendant tout le match, il était devant, et il se fait rejoindre. Et les 2 joueurs terminent à 6 partout. Ils arrivent au départage, donc au départage on joue des parties rapides. Donc il y a déjà 2 semaines de compétition, tout le passif de 2 championnats du monde perdus. Là c'est peut-être sa dernière chance d'être champion du monde. On arrive à match nul dans les parties rapides, match nul dans les parties lisses. On arrive à Armageddon où il a les pièces blanches et c'est la dernière partie, c'est l'ultime partie. Il doit la gagner. S'il fait match nul, il a plus de temps que son adversaire. S'il fait match nul, il est pas champion du monde. Et pendant cette partie, il est gagnant pendant 30-40 coups, il fait une erreur et la position se retourne. Et à un moment, il se rend compte en fait qu'il est en train de perdre, que tout lui a échappé. Et là, il s'effondre, il se liquéfie complètement. On le voit qu'il commence à trembler, qu'il commence à avoir les larmes aux yeux, etc. Et je pense que oui, pour lui, sur le coup, psychologiquement, ça a dû être un coup très très. La preuve, c'est qu'il n'a pas réussi à se requalifier après, et c'est peut-être sa dernière chance de champion du monde. On a aussi j'avais vu une vidéo d'Ivan Chouk dernièrement, Chouk qui était complètement gagnant et qui fait une gaffe et il s'effondre complètement et il se met à pleurer. C'est quand même pour un joueur de ce niveau-là, la vidéo était hyper choquante. Et Ivan Chouk, ça fait appel à un autre paramètre, c'est-à-dire qu'Ivan Chouk, je sais ce qu'il a été champion du monde. Mais c'est peut-être un des plus forts joueurs à part être champion du monde. Et il va avoir peut-être une 60aine d'années maintenant. Et il jouait contre un jeune joueur très fort. Et en fait, c'est ce paramètre de l'âge où, avec les échecs, c'est pas comme dans d'autres disciplines sportives où à partir de 30-35 ans on décline, on peut repousser un petit peu cet âge. Mais inéluctablement, au bout d'un moment, le niveau décline. Et peut-être que c'est aussi qu'il se rend compte à ce niveau-là que malgré ses efforts, en fait, il n'a plus le niveau nécessaire pour rivaliser avec le meilleur joueur du monde. En fait, en particulier dans cette partie, il avait joué le coup du siècle, il me semble. Et il avait fait vraiment une partie qui était fantastique, incroyable. Il avait sorti stratégiquement, tactiquement, c'était
c'était énorme. Il avait gagné la dame de l'adversaire, et au final il avait quand même perdu la partie, donc je pense que c'est pour ça que ça l'avait. Moi j'aurais une question, parce que vous avez montré des exemples de championnes qui sont toutes très jeunes. Il y a forcément des femmes qui sont championnes qui ont très bon niveau et qui sont d'un âge différent. Oui. J'ai pas présenté toutes les championnes du monde, mais oui. Si je peux faire un peu de pub, il y en a quelques-unes qui sont exposées en haut. C'est super que le club des Limoges fasse cet événement parce que je pense que c'est hyper rare, enfin c'est pas hyper fréquent. Donc c'est super de faire ça pour comment dire, médiatiser les joueuses et donc donner je sais pas, de la motivation pour les jeunes joueuses pour progresser et être au top. Mais les photos sont encore de très jeunes femmes. Ah, il y a des très jeunes femmes et des moins jeunes femmes. Il y a par exemple la mère de Anna Kramling qu'on a vu tout à l'heure, Pia Kramling, qui est grand-mère, qui a, je crois qu'elle a une soixantaine d'années, qui joue encore à 2400 ELO, qui est une très très bonne chose. Tout est bon? Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Le déplacement depuis Vichy pour tout le travail en amont sur la conférence, la présentation très claire. C'était super. Pour ceux qui le souhaitent, rendez-vous à 14h. Et on a un petit cadeau pour vous avant de sortir de la salle. Quand elle a été championne de France, Béatrice, elle avait été mise en avant par la fédération sur son petit magazine Échecs et Match Junior. Donc vous avez une courte présentation de Béatrice et quelques exercices pour faire la main. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez me contacter.